l'enregistrement. Et puis, je vous propose que l'on débute, donc pour être dans les temps. Mais voilà, les choses simples doivent être. Alors, n'hésitez pas, effectivement. Tu as coupé ton micro, cocotte. Ton micro est coupé, Caroline. Il faudrait que tu te réactives. Voilà. Excusez-moi. C'est donc merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc Caroline Thibault, en charge de Prospective Industrie, avec Benoît Clouet qui m'accompagne également. Nous travaillons sur Prospective Industrie. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà Prospective Industrie. Peut-être que pour d'autres, c'est une découverte. Donc, on va prendre très rapidement le temps de vous présenter ce qu'il en est. Donc, Prospective Industrie, c'est un outil de collecte et d'analyse des informations, et notamment des signaux faibles, donc, qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, donc en région Pays de la Loire, et qui est à destination de 5 régions de France, donc en Bretagne également, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous collectons des signaux, donc nous interviewons des dirigeants d'entreprise, des experts de différents domaines pour collecter les données, les analyser pour justement détecter les signaux faibles. Et puis, suite à cela, 2 fois par an, nous réalisons des rencontres prospectives dans lesquelles on va pouvoir échanger les signaux captés avec les échanges et les interactions avec différents dirigeants industriels. Donc, il y a souvent des rencontres qui se déroulent au mois de juin et puis en décembre ou au mois de janvier. Et donc, c'est l'occasion justement, à travers les signaux captés et les échanges avec l'industriel, de faire émerger cette prospective. Et en parallèle, vous bénéficiez pour tout un chacun des revues prospectives issues des rencontres, avec la possibilité d'avoir donc des témoignages d'industriels à l'occasion de ces rencontres. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver à la fois sur le site Prospective Industrie avec un s.fr, et également, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Prospective Industrie, où vous avez aussi tous ces retours d'informations. Donc, on a à la fois ces rencontres et puis d'autres temps forts liés à Prospective Industrie, comme ce matin. C'est justement les webinaires opportunités marché, où là, on est allé explorer certains marchés et interviewer différents experts sur un domaine pour voir un petit peu très concrètement et à plus court terme les opportunités d'économie pour votre entreprise ou de business en termes de production d'équipements ou autres. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé ce matin donc un webinaire sur le marché de l'eau. On est allé explorer le marché de l'eau. On s'est intéressé à ce sujet, on a interviewé des experts et on a bien vu justement de grands enjeux visibles autour notamment du stress hydrique et leurs impacts au niveau des industriels. Donc, nos 2 experts présents ce matin vont pouvoir revenir sur ces sujets. Nous, de notre côté, qu'est-ce que l'on a capté au niveau justement des opportunités de marché pour vous en termes d'équipement potentiellement? Donc, certains experts du domaine nous ont dit qu'il y avait des besoins sur ce marché de l'eau, donc autour des équipements pour l'aération de l'eau. Également, des besoins concernant les installations pour les pré-traitements, comme des dégrilleurs, des tamis, des dessableurs, des ponts racleurs. Par rapport au traitement des boues, de plus en plus de besoins autour des machines mécaniques de pressage, tout ce qui est centrifugation et puis pour les parties immergées aussi. Concernant le stockage de l'eau, on y reviendra. Messieurs Trottoin et Monsieur Burlot pourront en reparler aussi, mais de plus en plus aussi de besoins autour des vannes, des pompes, des cuves. Un professionnel dans le domaine de l'eau, donc l'entreprise Altis, nous a parlé aussi de leurs besoins donc, sur la partie plutôt en montagne, en tout cas, quand c'est en altitude, besoin de turbines capables de pomper de l'eau et de générer de l'électricité, justement, pour mieux rééquilibrer l'énergie entre les heures creuses et les heures pleines notamment. Des besoins autour de l'impression 3D métal. Donc là aussi, le même acteur qui nous faisait part de leurs difficultés parfois à capter de l'eau dans un lac, dans une mer, dans des sources, et d'adapter justement les équipements au lieu dans lequel il y a les prélèvements
Donc ça, ce sont des besoins que certains nous exprimaient. Une augmentation aussi du nombre d'usines mobiles d'analyse de l'eau. On avait traité d'ailleurs dans un des webinaires opportunités marché, donc des micro-usines. Et donc là, derrière, il y a des équipements industriels aussi qui peuvent être intéressants. Et puis, bien sûr, de plus en plus grande digitalisation du marché de l'eau avec le besoin de développement de capteurs qui peut là aussi demander certaines pièces industrielles. Donc, on vous enverra tout le contenu qui sera présenté ce matin. Bien sûr, vous seront renvoyés par la suite. En tout cas, nous, c'est ce que l'on avait capté. Donc, pour ça, on a choisi justement, suite à ça, de donner la parole à Monsieur Thierry Burlot, donc, qui est président notamment du Cercle français de l'eau. Je vous laisserai vous présenter et qui va revenir justement sur le contexte actuel au niveau du stress hydrique, comme je vous le disais, et les leviers d'action pour lesquels vous mettre, vous, industriels, en alerte sur ces sujets-là. Et puis également Monsieur Thierry Trottoin, qui est directeur des marchés industriels chez Veolia Eau-France et qui reviendra sur des applications assez concrètes pour les industriels et notamment la réutilisation des eaux usées. Voilà, je vous laisse la parole. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans la partie chat. Vous pourrez les poser à la fin, suite à l'intervention de nos deux personnes ce matin. Il y aura un temps de questions-réponses. Vous pourrez poser, bien sûr, toutes vos questions à nos experts. Voilà, Monsieur Burlot, je vous laisse la parole. Merci, Caroline. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement, Thierry Burlot. Je suis président du comité de bassin Loire-Bretagne. Comité de bassin qui regroupe toutes les parties prenantes autour de l'eau, que ce soit des élus, bien sûr, des collectivités, des industriels, des agriculteurs, des associations de protection de l'environnement, ainsi que les services de l'État, qui constituent une assemblée d'environ 200 personnes qui se réunissent régulièrement pour planifier, organiser les politiques de l'eau dans ce bassin Loire-Bretagne qui couvre l'intégralité de la Bretagne et l'intégralité du bassin hydrographique de la Loire, du mont Gerbier-des-Joncs jusqu'à l'estuaire du côté de Saint-Nazaire. Alors, je suis par ailleurs président du Cercle français sur l'eau, qui est une organisation qui vise à travailler le lien entre collectivités, territoires, entreprises pour anticiper toutes les problématiques de l'eau auxquelles on va être confronté. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le dossier de l'eau, il est devant nous et pas derrière. Et il est devant nous et on a besoin d'innovation, on a besoin d'ingénierie, on a besoin d'entreprises mobilisées autour de ces sujets. Pendant longtemps, la question de l'eau s'est limitée à la question de ce qu'on appelait le petit cycle de l'eau, à savoir desservir une eau à la population et être en capacité ensuite de l'épurer à travers des stations d'épuration. Ça a été un des grands enjeux de l'après-guerre, on va dire, et ce qui nous a permis aujourd'hui en France de disposer d'infrastructures de grande qualité. Aujourd'hui, on peut considérer que toute la population française est couverte par ces réseaux, même si en matière d'assainissement, il y aurait beaucoup à dire encore, notamment sur le développement de l'assainissement non collectif. Enfin, disons qu'il y a eu des progrès considérables de réaliser. Alors aujourd'hui, on franchit de nouvelles étapes, notamment à travers ce qu'on appelle, ou ce qui a été appelé la GEMAPI, la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, auquel on pourrait d'ailleurs ajouter la submersion marine, qui est devenue ou qui sont devenues des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales. C'est qu'auparavant, toutes ces questions d'inondation, de submersion, de sécheresse étaient gérées par plutôt l'État. Et depuis quelques années, il y a eu un transfert de compétences et cette GEMAPI est aujourd'hui gérée par les collectivités, notamment les communautés de communes. Donc, on est passé progressivement du petit cycle de l'eau au grand cycle de l'eau.
Alors, les grands enjeux sur l'eau en France aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était surtout la question de la qualité, puisque cette qualité s'est dégradée dans beaucoup de bassins versants. Et on connaît l'histoire des nitrates, des pesticides, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que le sujet est loin d'être réglé, puisque de nouvelles problématiques arrivent. C'est la question évidemment des pesticides, qui ne sont pas faciles à traiter. C'est la question des micropolluants, c'est la question des plastiques. Et aujourd'hui, on est confronté à toutes ces problématiques-là pour pouvoir permettre d'assurer une haute qualité sur le réseau d'eau public. Alors, à ces problèmes de qualité qui existent et qui continuent à être bien présents, vient s'ajouter aujourd'hui la problématique du dérèglement climatique. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir et qui aujourd'hui impacte considérablement la question de l'eau en France. Et aujourd'hui, on a des territoires qui sont face à des enjeux considérables. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Le Massif central, par exemple, ce que Giscard d'Estaing appelait le château d'eau de la France, en 2050, c'est moins 30% d'eau dans les rivières. Moins 30% d'eau dans les rivières à l'étiage, ce qui veut dire que ça va poser un certain nombre de difficultés parce qu'évidemment, moins il y a d'eau, plus c'est difficile. Et aujourd'hui, en France, alors qu'on pensait que la ressource était inépuisable, on va se rendre compte qu'on va passer dans des périodes difficiles. Dans certaines régions, on aura autant d'eau, mais on aura plus de sécheresse et plus d'inondations. Donc, il va falloir qu'on gère l'eau différemment. Et là, les enjeux industriels, les enjeux économiques sont extrêmement importants. Parce que le droit à l'eau aujourd'hui, le droit à l'eau dans les territoires, c'est le droit au développement économique. Et le facteur limitant aujourd'hui au développement économique de beaucoup de régions, c'est l'accès à l'eau. L'accès à une eau en qualité, mais l'accès aussi à la capacité épuratoire du rejet. Et c'est une question essentielle. Moi qui suis breton, par exemple, la question du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne, le facteur limitant le plus fort, c'est l'accès à l'eau. En Bretagne, vous imaginez, pourtant une région qui est plutôt bien arrosée. Donc, c'est dire que les enjeux auxquels on doit faire face vont être considérables. Alors, petit cycle, pour rentrer dans le détail un petit peu. Il va falloir qu'on continue à travailler sur le renouvellement des canalisations. Parce qu'autant je vous avais dit qu'on avait fait des efforts considérables ces dernières années pour créer des réseaux, aujourd'hui, on passe à la phase de renouvellement de ces réseaux. Parce que ces réseaux, pour beaucoup d'entre eux, pour certains d'entre eux, ils fuient avec des pertes d'eau qui sont parfois considérables. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est économiser la ressource en eau. Et pour économiser la ressource en eau, il faut des réseaux de qualité. Il faut des stations de traitement de qualité. Et encore une fois, les sujets sont devant nous. Je vais prendre la question des métabolites des pesticides, par exemple, c'est-à-dire des résidus de pesticides qu'on trouve dans les eaux aujourd'hui. Sur les eaux souterraines, les dispositifs ne sont pas adaptés. Donc, il y a des travaux d'investissement considérables à faire pour traiter ces métabolites de pesticides dans les eaux souterraines. Mais je pourrais rajouter les plastiques, je pourrais rajouter les micropolluants, enfin bref, en matière de traitement d'eau potable uniquement, le travail est considérable. Sachant que, dans le même temps, il y a beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises de l'agroalimentaire, qui ont décidé de passer sur le réseau public parce que le réseau privé dont ils disposaient ne leur garantit pas aujourd'hui une eau de qualité. Traitement des eaux, parce que autant il faut utiliser la ressource en eau, mais autant il va falloir continuer à améliorer son traitement. Donc là aussi, il va falloir qu'on soit à la hauteur. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de la réutilisation des eaux. Parce que si en France, aujourd'hui, on réutilise peu les eaux, on sait qu'aujourd'hui, comme on aura moins d'eau, notamment en période d'étrage, il va falloir se mobiliser fortement pour permettre la réutilisation, ce qu'on appelle la reuse des eaux dans l'entreprise. Donc, autant de sujets où on va avoir besoin, encore une fois, d'acteurs industriels, de techniques, et les enjeux sont considérables. Alors, je ne vous parle pas des inondations, je ne vous parle pas des digues, je ne vous parle pas des aménagements, je ne vous parle pas des questions énergétiques, parce qu'évidemment, quand on est sur un fleuve comme la Loire, où les débits d'étiage vont diminuer
c'est la question des capacités énergétiques demain qui est posée pour la France, puisqu'on a sur la Loire un grand parc électronucléaire, donc il faut refroidir les centrales. Donc vous imaginez, c'est la question des multi-usages qui est posée entre l'eau potable, l'eau industrielle, l'eau agricole, l'eau énergétique. Bref, autant de questions essentielles qu'il nous faut aborder ensemble. Je m'arrêterai là et puis je vous passe la parole et évidemment disposé à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Burlot. Monsieur Trottoin, on vous laisse la parole et on vous laisse vous présenter dans un premier temps. Ok, je vais partager mon écran. Que diapo à vous proposer. Bonjour à tous. Moi, je suis Monsieur Trottoin Thierry, donc je travaille à Veolia depuis 2007. Je suis directeur des marchés industriels au niveau national, donc j'aide mes collègues sur le terrain à proposer justement des solutions innovantes qui vont permettre de réduire les consommations d'eau et surtout de réutiliser l'eau. Donc, je vais faire un petit focus sur ce qu'a dit Monsieur Burlot à l'instant, c'est-à-dire je vais vous parler plus justement de comment devenir le plus possible frugal en termes de production industrielle et je ferai quelques digressions sur les possibilités du marché industriel qui vont s'offrir à vous tous en tant qu'acteurs de l'industrie. Je vais rebondir sur cette phrase de Günther Pauli qui en fait, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, mais c'est à nos usines de produire comme la nature. Donc, je rebondis sur cette citation parce que en fait, quand on fait une analogie avec la nature, vous voyez bien les diapos? C'est bon? Donc, si je fais une analogie avec le métabolisme industriel et la nature, en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui fonctionnent de façon linéaire, ont un métabolisme linéaire, et il faut que demain, ce métabolisme soit de plus en plus circulaire. Pourquoi cette circularité? Tout simplement pour économiser l'eau, économiser l'énergie, économiser les matières premières, secondaires. Donc, une entreprise, en fait, c'est comme un organisme vivant, hein, vous pouvez le comprendre, ça va consommer de l'eau, ça va consommer de l'énergie, de la nourriture sous forme de matière, produire des produits finis, mais aussi évacuer de l'eau usée, évacuer des rejets atmosphériques, produire des déchets. Et donc, demain, même aujourd'hui, le plus possible, il faut réduire ces déchets, réduire ces consommations d'eau, réduire ces consommations d'énergie. C'est le principe, en fait, de l'écologie qui est résumé sur cette diapositive. Donc, l'eau, bien sûr… Alors, par contre, Thierry, je me permets de vous couper. Je veux bien que vous défiliez puisqu'on est resté sur la première, sur la citation de Günther Pauli, qui est effectivement très intéressante, mais n'hésitez pas à dérouler à passer la slide. Je vous dirai, voilà, c'est bon. Voilà, tout à fait. C'était sur cette diapo-là que je parlais, avec le métabolisme industriel linéaire, qu'il faut bannir demain et aller vers un métabolisme beaucoup plus circulaire qui est complètement dicté par les principes de l'écologie industrielle, par analogie biomimétique, si vous voulez, à ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, 3,5 milliards d'années de R&D, la nature ne jette pas, ne crée pas de déchets, tout est recyclé dans la nature. Vous connaissez bien le principe de Lavoisier. Alors, l'eau, pour faire un focus un petit peu sur l'eau, dans l'industrie, elle est partout, en fait. Hein. Elle est sous forme, elle est utilisée sous forme d'eau sanitaire, d'eau alimentaire. Elle est également utilisée dans les process industriels en tant qu'ingrédient, en tant que solvant, en tant que eau de lavage, mais elle est également utilisée comme vecteur d'énergie pour fabriquer de la vapeur, de l'eau chaude sanitaire, pour faire du refroidissement. Et également, de plus en plus aujourd'hui, on va l'utiliser aussi pour faire de l'hydrogène. Vous avez entendu parler les plants hydrogène avec l'électrolyse de l'eau. Il faut de l'eau pour ça et c'est de l'eau même purifiée. En fonction des usages, on va avoir différentes qualités d'eau.
qui seront pas forcément identiques à chaque usage. Hein. L'eau potable, mais pas seulement, ça peut être de l'eau industrielle qui n'est pas potable, ça peut être de l'eau ultra pure, ultra purifiée, déminéralisée, etc. Alors, juste pour refaire un petit focus par rapport à ce qu'a dit M. Burlot, hein, ça c'est une image de la France, de la carte des arrêtés de restriction à l'usage en septembre 2020. C'est-à-dire, en gros, ça vous indique tous les départements en rouge. Il y avait des restrictions d'usage, donc liées à la sécheresse. Hein. Et donc, pour vous donner une idée de l'importance de ce stress hydrique, chaque année, on a des problématiques de ce genre. Et donc, là, comme le disait exactement M. Burlot tout à l'heure, c'est qu'on va avoir vraiment des problèmes d'accès à l'eau et de ce fait des conflits d'usage pour une même ressource, des risques d'arrêt de production dans l'industrie du fait de ce non-accès à l'eau certaines périodes de l'année. Donc, Veolia contribue à développer l'accès préservé, à renouveler les ressources, hein, puisqu'on s'est engagé à répondre aux objectifs de développement durable, les 17 objectifs, dont effectivement la ressource en eau est un enjeu très important. Alors, une des façons pour justement lutter contre le stress hydrique, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de réutiliser les eaux usées, traitées, donc à différents niveaux. On peut réutiliser les eaux traitées issues d'une station d'épuration urbaine vers l'industrie, mais aussi les eaux usées industrielles peuvent être traitées et être réutilisées soit en interne, soit en externe. Et donc, avec bien sûr une qualité irréprochable et une maîtrise parfaite des risques au niveau de la réutilisation de ces eaux. Donc, ça nécessite bien sûr des contrôles et la mise en place de traitements adaptés. Juste une petite vision rapide de ce qu'est le reuse dans le monde, pour vous donner une idée. Donc, ça, c'est des données qui datent de 2015 à peu près. L'industrie dans le monde réutilise à peu près en hauteur de 19%. Les usages du reuse dans le monde, c'est 19%, c'est sur l'industrie, mais c'est plus de la moitié, c'est l'agriculture. Et c'est très disparate suivant les pays, puisque par exemple, l'Israël, en Israël, 90% des eaux usées sont réutilisées, pour vous donner une idée. Et en France, on est bien loin de ce pourcentage, hein, on est à moins de 10%. En Espagne, je crois qu'ils sont 20%. Donc, les pays du Sud réutilisent beaucoup plus l'eau que nous aujourd'hui. Le marché de la reuse, hein, ce qu'on appelle la reuse, la réutilisation des eaux usées traitées, est un marché en pleine expansion. Hein. Il y a une très forte demande, notamment, surtout de la part du secteur industriel. Également, la population croissante, du fait de cette population, il y a des besoins en alimentation, donc pour l'agriculture, et forcément, pour répondre au stress hydrique, on a des besoins très importants dans ce domaine-là. Mais avant, bien sûr, de réutiliser l'eau, il faut commencer par économiser au maximum ce qu'on peut économiser facilement. Donc, on préconise la plupart du temps de passer par un audit de vos cycles de l'eau à l'intérieur de process industriels. Ça, c'est sur le petit cycle, bien sûr. Donc, votre petit cycle de l'eau, entre ce que vous allez utiliser comme ressources, donc les types de ressources, les usages à l'intérieur de votre process industriel et, en fonction des usages aussi, mettre en face les qualités d'eau que vous avez besoin. Parfois, on s'aperçoit qu'on utilise de l'eau potable alors qu'on pourrait utiliser autre chose que de l'eau potable. Un point très important, et je me rends compte au fur et à mesure de toutes mes visites et mon retour d'expérience dans l'industrie, que beaucoup de gens ne savent pas bien compter l'eau. Ou il n'y a pas forcément des compteurs intelligents partout dans les usines. Donc, l'usine 4.0, demain, sera équipée entièrement de compteurs. On n'ira plus les relever manuellement, mais on aura une indication directement sur
On a déjà, nous, installé des systèmes avec des indications directement sur les ordinateurs en mettant des alertes pour savoir exactement quand est-ce qu'on a une fuite. Donc, on sait exactement combien à peu près on doit consommer dans la journée. On peut mettre des alertes sur tous les points d'usage. Et donc, comme ça, c'est… je pense peut-être que ça doit bloquer. Allô? Non? Oui, on vous entend bien. On vous entend, pas de problème. On vous entend, Ok. pas de problème. Parce que j'ai la liaison qui n'est pas forcément très stable. OK. Donc, savoir compter, c'est très important pour savoir de quoi on va parler et où c'est qu'on peut agir au niveau d'une entreprise, à quel point d'usage on va pouvoir agir le plus possible en fonction des consommations. Donc, savoir compter, savoir quel type d'eau on va utiliser pour le process pour optimiser non seulement les coûts, mais aussi les consommations. Et bien sûr, donc, réduire avant de commencer à recycler. Donc, des études au cas par cas. La réutilisation nécessite forcément ces études-là pour bien définir les quantités d'eau qu'il va falloir réutiliser, ou les réutiliser, et quel niveau de qualité on va donner à ces qualités d'eau. Donc, on met en place sur les installations qui peuvent être existantes de traitement d'eau, on va déjà les optimiser. Et après, on va pouvoir mettre en place des outils d'affinage, des outils de désinfection. Alors, outils d'affinage, on entend par les outils d'affinage, c'est les outils qui vont permettre d'éliminer des matières en suspension de façon plus importante et de la matière organique qui peut rester éventuellement dans les eaux après une installation de traitement d'eau classique. Des outils de désinfection, ça va être des installations de traitement qui permettent d'éliminer la pollution bactérienne et virale. Et après, également, des outils de traitement de micropolluants, puisque, comme vous l'a dit, M. Burlot, l'eau, au fur et à mesure, les ressources en eau se sont pas mal dégradées et on a à traiter des micropolluants, on a à traiter des microplastiques, on a à traiter des résidus médicamenteux, toutes sortes de micropolluants qui sont invisibles à l'œil et qu'il faut traiter pour ne pas les remettre dans le circuit. Alors, il existe bien sûr une quantité importante que Veolia développe aussi de procédés, ce soit des procédés de traitement primaire, procédés de traitement secondaire, et puis vous voyez ici en bleu les procédés dont je viens de vous parler rapidement, qui sont des procédés de traitement d'affinage, traitement tertiaire, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le traitement et de pouvoir réutiliser les eaux, soit en interne, soit en externe de vos installations. Donc, ça fait appel à pas mal de technologies. Dans ces technologies, bien sûr, toutes ces technologies, il faut les fabriquer. On a besoin d'acteurs industriels pour les fabriquer. Ça va faire appel notamment au niveau des traitements primaires. Vous parliez tout à l'heure, Caroline, c'est-à-dire des tamis, des systèmes de pré-traitement, des décanteurs, tout un tas d'ouvrages de dégraissage aussi, de flottateurs. Donc, tous ces équipements ont besoin forcément de fabricants, de constructeurs. Donc, nous, on fait appel aux fabricants qu'on connaît. On a tout un tas de fournisseurs aujourd'hui qui nous permettent d'assembler tous ces traitements. On a bien sûr des brevets, des procédés, mais on ne fabrique rien à Veolia, on fait tout traiter la plupart du temps. Donc, pareil pour les traitements secondaires, qui sont souvent des traitements biologiques, voire traitements physico-chimiques, qui font appel à des réactifs dans ce cas-là. Et puis, des procédés compacts ou plus ou moins extensifs. Et pour finir, les procédés dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font appel notamment à des procédés membranaires avec l'utilisation de membranes pour affiner le traitement avant de faire de la désinfection ou avant de faire d'autres types de traitements plus fins pour pouvoir réutiliser cette eau en toute sécurité sans prendre de risques, notamment pour les travailleurs. Alors voilà, ces trois types de barrières. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on rajoute des barrières, on va améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien définir au départ de quelle qualité on a besoin pour tel usage. Et donc, ça demande un audit. C'est pour ça qu'il faut passer par cette étape d'audit, parce que chaque entreprise est différente, chaque besoin sont différents. Et donc, plus on va rajouter de barrières, comme vous le voyez, ce qu'on appelle les multibarrières,
plus on va avoir une qualité importante d'eau, mais plus le coût de l'eau va être important. Donc, ce qui est important aussi de savoir et de bien comprendre, c'est que l'eau est vecteur d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a intérêt aussi à recycler cette eau quand elle est chaude, quand elle contient encore des calories. Ça va vous faire aussi une économie d'énergie. 2 mots, mais très rapides, sur la réglementation. Bien sûr, en matière de réutilisation d'eau usée, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des étapes à franchir avant de mettre en place un dispositif de ce type. Et donc, il y a des réglementations qui existent, hein, mais aujourd'hui qui ne réglementent que la réutilisation urbaine, donc c'est le droit français, et la réutilisation agricole. Donc, il y a un droit européen qui est sorti il n'y a pas très longtemps, une législation européenne qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est en train d'être transposée en droit français. Toutes les autres réutilisations, que ce soit loisirs, environnementales et réutilisation industrielle, il y a quelques pratiques, si vous voulez, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de législation. Donc, il faut demander à chaque fois une autorisation à l'ARS et à l'ADREAL, aux autorités, pour valider les process, pour valider les usages. Donc, bien sûr, Veolia dispose aujourd'hui, puisqu'on travaille depuis longtemps dans ce domaine-là et qu'on lutte justement pour la préservation des ressources et en qualité et en quantité. Donc, on a depuis très longtemps commencé à travailler sur la réutilisation des eaux. Pour vous donner une idée, on travaille en Namibie, par exemple, pour faire de l'eau potable à partir d'eau usée depuis 40 ans. Parce que là-bas, c'était obligatoire. Ils étaient obligés de recycler l'eau. Mais comme vous voyez, il y a énormément de références dans toutes sortes de domaines. La réutilisation, comme je vous ai dit, en urbain, la réutilisation environnementale, quand on veut, par exemple, recharger des nappes, la réutilisation industrielle, alors différentes types de réutilisation. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et notamment les tours de refroidissement, les chaudières, le lavage de tout un tas d'équipements. Alors, en agroalimentaire, par contre, tout ce qui sera au contact des aliments, on n'aura pas l'autorisation d'utiliser en France. En France, je dis bien parce que ça peut se faire à l'étranger, mais en France, on n'aura pas l'autorisation d'utiliser de l'eau de reuse si l'eau va être en contact avec des aliments. Par contre, dans pas mal d'industries, je vais détailler, on peut utiliser les eaux de réutilisation d'eau traitée. Donc, l'industrie agroalimentaire, je vous en ai parlé, donc les tours de refroidissement, les lavages de sol. En pétrochimie, beaucoup, c'est l'eau purifiée pour faire de l'eau de process, du lavage de gaz, de l'eau de refroidissement, de la vapeur, de l'eau chaude. Les centrales de production d'énergie également utilisent de l'eau qu'on peut réutiliser pour produire de la vapeur notamment et des eaux chaudes. En industrie cosmétique, les nettoyages en place, tout ce qui est nettoyage en place, nettoyage chimique, on utilise de l'eau qu'on chauffe et on va adjoindre des réactifs pour pouvoir nettoyer. Le refroidissement des machines. En automobile, pareil, hein, on a des bains de dégraissage pour les pièces, les cabines de peinture. On peut réutiliser de l'eau, également traitée. Les ateliers de traitement de surface, tous les bains dont on va faire l'appoint, on peut utiliser des eaux traitées. Et c'est le cas dans beaucoup d'ateliers de traitement de surface déjà. Voilà, on peut atteindre même sur ces ateliers, comme ce ne sont pas des grandes quantités d'eau qui sont utilisées, des ateliers qui travaillent en zéro rejet, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'effluents. Toutes les eaux vont être recyclées. Ce qui sera uniquement évacué, ce seront les déchets solides, qui sont issus bien sûr du traitement d'eau. Le recyclage des déchets plastiques et des déchets de verre utilise énormément d'eau qu'on va recycler le plus possible, parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau. Papeterie, cartonnerie également, c'est des industries qui utilisent énormément d'eau, donc on a besoin également de recycler le textile et la tannerie. Tous ces industriels utilisent, toutes ces activités industrielles, ces secteurs industriels utilisent beaucoup d'eau et donc nécessité demain encore plus de recycler l'eau pour préserver les ressources. Donc, je vais vous passer quelques exemples très concrets de ce qu'on a pu faire
donner une petite idée plus précise sur des secteurs d'activité. Bon, par exemple, là, c'est chez ArcelorMittal à Florange, dans l'Est. On a, après le traitement physico-chimique, on recycle avec un filtre à sable et on renvoie l'eau dans une tour de refroidissement. Donc là, on arrive à économiser pas mal d'eau et ça permet, jusqu'à 130 000 m3 par an, ça permet d'éviter de pomper sur la ressource pour refaire de l'eau. Donc, il y a juste un appoint. Donc, les pertes en eau sont compensées par des appoints seulement. Un autre sous-traitant d'automobile, par exemple, que vous connaissez, qui s'appelle Forestia, pareil pour les cabines de peinture. On réutilise de l'eau. Donc, après un traitement primaire de l'eau, on va faire de l'évapoconcentration d'une partie de l'eau dont les distillats vont être réutilisés vers les cabines de peinture. Chez Renault à Tanger, Renault a construit une usine là-bas il y a quelques temps déjà, dans les années 2010. Nous avons contribué dans la conception de l'usine à une réutilisation complète de l'eau, parce que à Renault-Tanger, c'est une zone de très forte pénurie d'eau, très aride. Et donc, le gros défi, c'était d'avoir une usine sobre en eau et avoir un zéro rejet liquide. C'est-à-dire toute l'eau est réutilisée. Bon, bien sûr, il y a des pertes sur le cycle de l'eau. Il y a toujours des pertes, notamment des pertes liées aux produits, aux déchets qui vont être évacués. On va évacuer une petite fraction d'eau avec, et donc forcément, on a besoin de compenser cette eau. Mais en gros, on a 340 000 m3 d'eau qui est réutilisée par an sur cette usine, et seulement un apport de 140 000 m3. Donc là, on a fait appel à des procédés très complexes, complètement intégrés dans l'usine, puisqu'on a conçu l'usine avec Renault au niveau du traitement d'eau. Un autre groupe industriel important qui s'appelle Safran, qui se trouve dans le sud de la France, avec lequel on travaille, et qui fait des turbines d'hélicoptères et qui répare aussi des turbines d'hélicoptères. Donc là, pareil, des ateliers de traitement de surface qui sont entièrement en boucle fermée, en rejet zéro, avec des traitements physico-chimiques, évapoconcentration pour pouvoir, et ultrafiltration aussi, pour pouvoir recycler l'eau et en consommer le moins possible et avoir bien sûr zéro rejet. Industrie du plastique, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est une usine qui se trouve à Beaune, qui recycle les bouteilles de PET, les bouteilles transparentes. Donc, les bouteilles sont broyées, sont ensuite transformées en granulats, puis ils font de l'injection et derrière, ils refont des bouteilles en plastique en injection en mélangeant 50% de matière recyclée et 50% de matière neuve. Et dans ce process industriel-là, donc il y a besoin de beaucoup d'eau puisqu'il faut laver les bouteilles, la chauffer l'eau, laver les bouteilles, rincer les bouteilles, rincer le plastique, etc., sur toute la chaîne. Ils utilisent des broyeurs, il faut alimenter les broyeurs en eau aussi pour lubrifier ces broyeurs, les refroidir, etc., etc. Cet industriel consommait plus de 100 000 m3 par an en 2019. On a réussi donc à baisser cette consommation en dessous des 100 000 m3, qui était l'objectif qui était imposé par les autorités, puisqu'on est en centre-est, on est dans une zone de stress hydrique importante, comme dans le sud-ouest d'ailleurs, et comme en Bretagne, enfin un peu partout d'ailleurs en France, mais il y a des zones où c'est plus critique. Et en centre-est, ils ont vraiment des soucis de stress hydrique sur plusieurs mois de l'année. Et donc, c'était une nécessité de retraiter ces eaux de façon beaucoup plus pointue. Donc, on est en train de rajouter un étage à la fusée qui est un étage de traitement biologique. On a un étage d'abord de traitement physico-chimique. Donc, on rajoute un autre étage pour pouvoir recycler l'eau à l'intérieur de l'usine et en recycler beaucoup plus. Pareil pour les déchets de verre. Donc, les déchets de verre, c'est pareil, il faut nettoyer les bouteilles, nettoyer le verre quand il est broyé pour pouvoir éliminer toutes les impuretés qui sont accrochées au verre avant de passer dans le four. Sinon, le calcin qu'on va obtenir ne sera pas de bonne qualité. Donc là, c'est pareil, on va, pour 120 000 tonnes par an de calcin produit, on arrive à des taux de recyclage de l'ordre de 270%. Ça, c'est grâce à un bon traitement d'eau et un contrôle régulier de la qualité de l'eau.
Donc, bien sûr, ça fait appel à tout un tas de procédés de décantation, de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs étages de traitement pour pouvoir arriver à la bonne qualité d'eau. Un autre exemple, là, on est dans l'agroalimentaire. On est sur un abattoir de canards dans le sud-ouest. Donc là, on va laver les plumes. Les plumes, aujourd'hui, sont lavées avec de l'eau potable. Demain, elles seront lavées avec de l'eau traitée, sortie station d'épuration, après une ultrafiltration de cette eau pour pouvoir laver les plumes correctement et ne plus utiliser d'eau potable et donc réduire l'impact sur la ressource. Donc là, on va mettre en place un système qui consiste en fait à une boîte dans laquelle vous allez avoir un ensemble d'équipements, ce dont on parlait tout à l'heure, les unités mobiles. Donc là, on peut considérer que c'est comme une unité mobile et on a très forte demande justement sur la construction d'unités mobiles, de traitement d'eau à travers toute l'Europe, puisqu'on a une filiale qui s'occupe que de ça. Ils ont jusqu'à 360 unités mobiles qui tournent en Europe sur différentes applications de traitement d'eau, que ce soit de l'eau purifiée comme de l'eau pour retraiter l'eau traitée à la fin, faire un affinage avant de la réutilisation. Donc, c'est un marché qui se développe et qui va se développer encore plus du fait des crises climatiques où on va avoir besoin de mettre en place encore plus d'installations mobiles comme ça qui seront rapidement déployables. On le fait puisque Veolia a une fondation qui s'appelle la Fondation Veolia et qui travaille avec la Croix-Rouge, notamment quand il y a des cyclones ou des problématiques comme ça, on va déplacer des unités mobiles, notamment en Haïti, on l'a fait dans différents endroits du monde où il y a eu à Saint-Martin, où il y a eu des cyclones où toutes les installations ont été détruites et il fallait très rapidement remettre en place des installations d'eau puisque sans eau, les populations pas. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des cycles courts, c'est-à-dire le cycle court en réutilisation d'eau, ça va être la réutilisation d'eau à l'intérieur d'une industrie, mais on peut très bien faire de la réutilisation d'eau sur des cycles longs, c'est-à-dire on va utiliser de l'eau pour une autre industrie qui se trouve à côté, pour une collectivité, ou pour recharger une nappe, ou pour remettre dans une zone humide pour qu'elle survive à la sécheresse, par exemple, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le cycle long de l'eau. Et là, on est sur le grand cycle. Là, on commence à attaquer le grand cycle. On est sur le petit cycle industriel. Et là, on est sur le grand cycle de l'eau. Et on a de plus en plus, on travaille de plus en plus sur des projets d'écologie industrielle à une échelle territoriale. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau simplement de l'industriel, mais on va passer au stade supérieur d'un territoire. Je vais vous parler rapidement de ça. Vous serez peut-être intéressé en tant qu'industriel sur ces projets-là. L'autre procédé, je vous ai dit, un industriel recycle l'eau pour d'autres industriels sur une zone industrielle. On a un projet en cours comme ça sur le nord de la France pour justement alimenter d'autres industriels qui n'ont pas forcément besoin d'eau potable, mais d'eau industrielle. Et on est en train également, on a presque terminé l'étude, mais on est en train de participer à une étude d'écologie industrielle, d'économie circulaire de l'eau à l'échelle d'un territoire. Où là, on va prendre en compte toutes les parties prenantes pour, par exemple, gérer un problème de conflit d'usage. C'est le cas d'un industriel, de plusieurs industriels qui pompent pour faire de l'eau industrielle dans un même forage que la collectivité qui va pomper pour faire de l'eau potable. Et donc là, on a proposé initialement de réutiliser l'eau sortie de la station d'épuration de la ville pour alimenter les industriels. Vous voyez, donc il y a des possibilités aujourd'hui de réutiliser l'eau plusieurs fois et de mieux gérer la ressource. Donc ça, c'est une étude qui a permis de voir toutes les opportunités d'utilisation de l'eau et en fonction aussi des usages et des différentes qualités d'eau. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des industriels qui n'avaient pas forcément besoin d'eau potable, mais qui pouvaient avoir de l'eau industrielle de bonne qualité qui correspondait à leur usage et ainsi économiser la ressource. Bon, voilà, je passe rapidement. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Caroline ? Eh bien, écoutez, c'est très bien. Il y avait aussi juste avant d'aborder la partie questions, puisqu'effectivement, il y en a
ont été posées et qu'on va vous transmettre à tous les deux. Peut-être, Monsieur Trottoin, aussi revenir sur les opportunités et le projet de Veolia. Oui. Voilà, pour Oui. les industriels, je pense que ça peut intéresser. Vous pouvez éventuellement arrêter le partage d'écran, je pense, et Oui. comme ça facilitera par la suite les échanges. Merci. Donc oui, nous avons un projet, j'étais encore ce matin en discussion avec les participants de ce projet. Au sein de Veolia, donc au sein du groupe Veolia, plusieurs business units on travaille sur un projet de marketplace, c'est-à-dire qu'on va, au sein de ce marketplace, on va remettre dans le circuit des équipements qu'on aura démontés, des équipements d'occasion, de seconde main. Donc c'est un marketplace qui va avoir dont la zone géographique sera à peu près, pas toute l'Europe dans un premier temps, mais au moins les pays francophones. Et au sein de ce marketplace, on va avoir besoin d'industriels pour nous aider à reconditionner du matériel, un peu comme back market, si vous voulez, sur les matériels électroniques. Là, ça va être plutôt des équipements industriels, donc mécaniques, électriques, etc., où on aura besoin d'industriels pour reconditionner comme il faut ces équipements et leur donner une seconde vie. Tout comme on le fait par exemple pour l'eau, en réutilisation, on va réutiliser du matériel, réemployer du matériel pour être le plus frugal possible et économiser les ressources. Voilà, donc c'est aussi un marché qui va de plus en plus se développer dans le monde industriel. Nous ne sommes pas les seuls, il y a pas mal de grands groupes qui commencent à travailler sur ces sujets et qui ont déjà développé pour certains des marketplaces comme la SNCF, comme Enedis. Voilà, donc je pense qu'un des piliers très importants de la lutte contre le changement climatique, c'est l'économie circulaire. Voilà. Très bien, merci Thierry. Je me permets de poser déjà quelques questions. Si certains veulent prendre aussi librement la parole, bien sûr, n'hésitez pas à activer votre micro pour poser des questions à Monsieur Burlot et Monsieur Trottoin. Peut-être en attendant qu'il y ait des réactions, une question de Jacques. Donc Veolia justement sous-traite les équipements. Comment se faire connaître auprès de Veolia et y a-t-il des points d'entrée spécifiques? Alors les points d'entrée, c'est très simple, ce sont nos acheteurs. Nous avons des acheteurs dans chaque région. Chaque business unit a des acheteurs. Donc il faut se mettre en contact avec les acheteurs, vous faire connaître vos compétences, ce que vous fabriquez comme matériel ou ce que vous pourriez apporter à Veolia en termes de rôle en termes de prestations, cherchez le mot, excusez-moi, pour Veolia dans ces projets. Très bien. Alors, peut-être un scoop ce matin ensemble. Quand va voir le jour la marketplace de Veolia? Alors, on y travaille activement. C'est pas simple parce que on est en train de développer un calculateur de CO2 évité par rapport à justement pour pouvoir mesurer en fait quel sera l'impact de cette activité-là de réemploi de matériel sur nos émissions carbone. Et donc, en fait, le but aussi de cette marketplace, c'est de mesurer la quantité de CO2 qu'on va éviter si on rachète, au lieu d'acheter un matériel neuf, racheter un matériel d'occasion qui a déjà servi. Donc, pour répondre à votre question, on espère déjà tester la plateforme à partir de la fin du premier trimestre et la mettre vraiment en production. Je pense qu'elle sera en production au mois de juin. D'accord. On va la tester sur 2 ou 3 mois, mais au mois de juin 2022, j'espère fortement qu'elle sera en production. En tout cas, je fais tout pour. Très bien. Merci Thierry. Moi, j'avais posé une petite question pour vous deux, mais sur la réglementation aujourd'hui, est-ce qu'elle permet de répondre à tous ces grands enjeux de l'eau que vous nous avez présentés, notamment de l'eau? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que je pensais notamment à la réutilisation des eaux usées ou des eaux de pluie dans les process industriels. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est un peu à la ramasse au niveau de la réglementation? Est-ce que les choses évoluent? Je ne sais pas, M. Burlot. Enfin, moi, je peux répondre à mon niveau de ce que je connais. Certains, M. Burlot a peut-être plus d'informations que moi. Concernant la réutilisation des eaux usées en industrie, effectivement, c'est un peu au cas par cas. Il y a des principes, il y a des lois du Code de la santé publique qui sont appliquées à la réutilisation, mais à chaque fois, il y a une étude à faire, un dossier à monter pour bien évaluer les risques
notamment travailleurs et process, de façon à bien définir le dispositif qu'on va mettre en place et les contrôles qu'on va faire derrière. D'accord ? Il ne s'agit pas d'aller réduire la qualité des produits qu'on va fabriquer. On ne fait pas n'importe quoi, mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui de réglementation adaptée à la réutilisation des eaux industrielles. La réglementation, elle est vraiment portée sur l'agriculture, sur l'irrigation et également sur certains usages en réutilisation urbaine. M. Burlot, je vous laisse compléter. Oui, pour compléter, le point difficile aujourd'hui en termes de réglementation, ce sont les autorités sanitaires, c'est l'ARS. Emmanuel Vargon, qui était secrétaire d'État sur ces sujets-là au ministère de l'Environnement, a fait avancer un peu le dossier dans le cadre des assises de l'eau. Et c'est vrai qu'on attend ce fameux décret qui devrait permettre de faciliter la réutilisation. Sous certaines conditions, ça a été précisé. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si la réglementation n'est pas en place, il est bien clair qu'on en aura besoin demain pour économiser et pour mieux gérer la ressource en eau. Et il faudra qu'on soit prêt. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les entreprises, moi, je connais quelques entreprises qui se sont déjà engagées très fortement et qui seraient capables de faire de l'économie circulaire dans l'entreprise sans aucune difficulté. J'en profite pour dire que, vous savez, l'eau dans l'entreprise, c'est l'eau dans l'entreprise d'abord, pour ses propres besoins. C'est l'eau… alors, il y a certaines entreprises qui ne peuvent se développer qu'avec de l'eau. Qu'avec de l'eau, tout à fait. Qu'avec de l'eau. Donc, ça devient un sujet économique. Économique, ça devient même un sujet d'attractivité et de compétitivité. Ça devient un sujet comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certains pays européens, je ne sais pas comment ils vont faire. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, le droit à l'eau, c'est un droit au développement. Donc, il va falloir que… Et nous, encore une fois, on a pensé pendant de nombreuses années qu'on était à l'abri de tout ça. Non. Donc, il va falloir qu'on anticipe, qu'on soit prêt pour cette grande révolution. Moi, j'ai fait très attention à ce que… Il y a certains collègues qui me disent « oui, il faudrait une nouvelle loi sur l'eau, etc. » Moi, je suis très méfiant. Je me dis qu'il y a déjà suffisamment de lois, il y a déjà suffisamment de contraintes et de difficultés, n'allons pas en rajouter, mais soyons dans l'anticipation et en capacité à proposer des choses. Et moi, pour en avoir… Vous savez que le ministère de l'Agriculture vient d'organiser ce qu'il a appelé le Varenne de l'eau. Et le Varenne de l'eau, il a pour ambition de trouver des solutions pour l'agriculture. Mais moi, je suis très heureux que les industriels s'occupent de ce sujet ou s'intéressent à ce sujet aujourd'hui, parce qu'il est majeur pour tout le monde. Et ne laissons pas penser que la question de l'eau est uniquement une question agricole. Non. Tout à fait. Je crois même, je vais vous dire, moi je suis allé dans le Massif central, dans la plaine de Limagne tout récemment, la question du développement économique de la Limagne est posée. La question du développement économique de la Limagne est posée. Donc, sachez que si on ne trouve pas des solutions, on va dans des difficultés. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Une question, merci pour vos réponses. Une question, est-ce qu'il faut pour les industriels des certifications spécifiques pour fabriquer, refiter du matériel dans le marché de l'eau? Non, on n'est pas dans l'aéronautique. Les équipements… alors, il y a des équipements, quand on travaille sur l'eau potable, il faut effectivement certains agréments qu'on appelle ACS, qui sont fournis par le gouvernement, enfin par l'État. Par contre, tout ce qui est en traitement d'eau usée, il n'y a pas vraiment d'agrément. Il faut que le matériel soit à norme CE, mais c'est tout. Et bien sûr, respecter bien sûr toutes les conditions de sécurité d'un matériel, si c'est un matériel tournant, enfin voilà. Et pour les rétrofiter non plus, quand on va rétrofiter du matériel de seconde main, soit on va changer les moteurs, les paliers, on va changer des choses comme ça, des chaînes, des courroies, voilà, redonner un coup de peinture éventuellement. Enfin voilà, c'est pas non plus, non, ça ne demande pas, on n'est pas dans l'aéronautique ni dans la médecine, la pharma. Un accès plus simplifié sur ces marchés-là. Très bien, oui, je pense, oui. Une question de Jacques, y a-t-il un marché de l'eau réutilisé pour les bâtiments commerciaux et les bâtiments d'habitation?
Vous voulez dire réutilisation de l'eau dans les bâtiments? Alors, c'était, je ne sais pas si Jacques veut préciser le sens de sa question, mais est-ce que vous voulez prendre la main? Alors, enfin, si Là, c'est j'ai bon. compris la question, en fait, c'est dans les bâtiments collectifs ou dans les bureaux, on fait déjà de la réutilisation. On peut séparer les eaux vannes des eaux grises et faire de la réutilisation sur les eaux grises notamment, parce que ce sont des eaux qui sont moins contaminées. On peut les réutiliser pour les remployer dans les toilettes, par exemple, ou éventuellement pour les utiliser sur les jardins environnants. Donc, on va pouvoir utiliser l'eau sur ces bâtiments, effectivement, comme ça, de cette façon-là. Il y avait aussi une question sur les unités mobiles. Et les unités mobiles, la question était, est-ce qu'elles nécessitent des zones de stockage d'eau localement, de type citerne, bassin? Oui. Et puis moi, j'avais une question complémentaire, c'est comment ça se passe quand un industriel produit ou alimente en eau un autre industriel? Concrètement, comment ça peut se mettre en place? C'est des conventions, il y a des conventions et il y a des conventions à établir sur la qualité d'eau, les quantités qu'ils ont besoin et les contrôles. Et bien sûr, la communication importante entre les parties prenantes, quoi. Et après, partage des investissements, mais il y a pas mal de choses qui sont financées aujourd'hui, aidées par les agences de l'eau. Sur les réseaux, c'est ça, sur tout ce qui est réseau, les installations. Et même pour les traitements. Même pour les traitements, l'agence de l'eau participe aux études, participe aussi au financement. D'accord. Et donc, je reviens sur la première question, sur les unités mobiles. Est-ce que ça nécessite des zones de stockage d'eau localement, des citernes, des bassins? Oui, la plupart du temps. Alors, soit on utilise les stockages qui sont déjà présents chez les clients, soit on peut amener des stockages. Alors, souvent, pour déployer des stockages, ce qui est le plus simple, c'est de mettre des bâches souples qui sont pliables. Donc là, on peut déployer des bâches de l'ordre de 1000 m3 sans problème. Il faut bien sûr avoir de l'espace pour pouvoir les déployer. Mais en général, ce sont des bâches souples qu'on utilise dans le cas d'unités mobiles. Très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que d'autres personnes souhaitent profiter de la disponibilité de M. Burlot et M. Trottoin pour poser une ou deux dernières questions pour garder le timing? Sinon, bien sûr, on se permettra de vous envoyer la présentation de M. Trottoin et puis M. Burlot, vous nous direz si vous avez des compléments à envoyer également aux personnes inscrites sur ce webinaire. Moi, ce que je voudrais dire, j'en profite, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que les comités de bassin étaient composés d'acteurs économiques, d'élus, d'acteurs économiques, des services de l'État, et vous avez des représentants, l'industrie, dans tous les comités de bassin en France. Oui. Et vous savez que le comité de bassin, il a pour mission, il a deux missions importantes. Et je ne vous ai pas dit ça, mais en France, on a un système assez intéressant qui s'appelle les agences de l'eau. C'est d'ailleurs l'eau paye l'eau. Et on a un système, quand vous payez votre eau, vous payez une redevance, et cette redevance vient alimenter une caisse qui s'appelle les agences de l'eau et qui distribue de l'argent à ceux qui font des travaux, d'innovation autour des questions de l'eau. Et cette dotation des agences de l'eau par an, c'est 2 milliards d'euros pour l'État français. Ce n'est pas rien, hein. 2 milliards d'euros. Et donc, le comité de bassin dont je vous parle, il a deux missions importantes. La première, c'est de donner un accord sur les plans de financement des opérations, donc de financer tel ou tel domaine d'activité. Et là, votre voix elle compte comme celle des autres. Et la deuxième mission importante du comité de bassin, c'est d'essayer de mettre en place une planification pour atteindre les objectifs de bonne atteinte écologique des eaux et de bonne gestion des eaux. Et je pense que plus que jamais, au moment où on va devoir partager l'eau, où on va devoir l'économiser, on va devoir bien la gérer, la présence des industriels est indispensable dans ce comité. Très bien, le message est passé. Est-ce que, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous remercier
votre présence. Merci beaucoup, Monsieur Burlot, Monsieur Trottoin, pour ce partage aussi. Si vous avez des questions, des réactions, des suggestions aussi par rapport à des thématiques d'opportunités marché traitées dans le cadre de nos webinaires, nous sommes bien entendu, Benoît et moi-même, à votre disposition également pour y travailler. Donc voilà, sachez, comme je vous l'indiquais, que cette présentation était enregistrée. Donc, si vous souhaitez la revisualiser, on vous enverra le lien du replay qui sera publié sur notre site internet Prospective Industrie. Et puis également, toutes les présentations vous seront également présentées.